L'ingénieur colonial Louis Maillard avait pour ami George Sand. Après avoir dressé une carte très précise de l'île de la Réunion en 1852, il lui dédicacera son ouvrage intitulé « Notes sur l'île de la Réunion ». Très admiratif de son ami Louis et impressionné par son travail, George Sand écrira le commentaire suivant. En ouvrant des routes dans la lave, en dessinant des jetées à la côte, en explorant lui-même les profondeurs sous-marines à l'aide du scaphandre, en étudiant les habitudes de l'atmosphère et ses perturbations violentes, Monsieur Louis Maillard a pu observer cette nature tropicale sous tous ses aspects. Et voilà une émission qui s'annonce passionnante. À tout de suite. Bonjour à toutes et tous, eh bien, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver sur cette émission numéro 2 de notre série Les Causeries Géographie, intitulée Les Cartes. Alors, pour cette série, nous retrouvons aujourd'hui Fabien Brial. Bonjour. Bonjour. Alors, Fabien Brial, vous êtes docteur en droit et professeur agrégé de géographie à l'Université de La Réunion. Et vous avez écrit un livre absolument passionnant qui est La Réunion au fil des cartes, duquel nous avons extrait la petite citation de George Sand et vous nous faites véritablement voyager. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série. Ah ben, à vous l'honneur de nous présenter ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer donc un voyage dans le temps et dans l'espace. Alors l'espace, ça sera l'océan Indien et notre île. Et puis le temps, ça va être en fait l'arrivée des Français dans cet océan Indien qui, on l'a vu sur l'émission précédente, était un océan qui avait été parcouru par les Arabes, puis par les Hollandais, puis par les Portugais, pardon, et les Hollandais ensuite. Les Portugais en raison du traité de Tordesillas qui avait séparé en 1494 le monde en deux parties. Les Espagnols pouvaient aller vers l'ouest et de façon assez simplifiée, les Portugais pouvaient conquérir des territoires dans l'est. Les Hollandais se rendant compte en fait qu'il y avait énormément de richesses à trouver dans ces Indes fantasmées à l'époque, eh bien ils se sont ensuite, à la suite des Portugais, lancés dans cette aventure de l'océan Indien, de la découverte de l'océan Indien, et ils ont colonisé une partie de l'Afrique du Sud, ce qu'on appellera plus tard les Indes néerlandaises et le Ceylan. Et les Français, en fait, à partir de 1642, sous l'impulsion de Richelieu, décident de créer une compagnie d'Orient. Alors, il y a eu quelques tentatives de Malouin et de Diepois auparavant pour essayer d'aller chercher des richesses aussi. Alors, les richesses, ce sont surtout des épices. Mais malheureusement, ces bateaux étaient attaqués par les Hollandais et les Portugais qui avaient la maîtrise de ces mers. Donc, à partir de 1642, les Français vont s'installer à Fort-Dauphin et vont décider, sous l'impulsion de Richelieu, d'organiser un commerce aussi au profit du royaume français à partir de ces îles qu'ils pouvaient découvrir et conquérir. Et donc ils vont s'installer dans une île qui est pour l'instant pas occupée par les Européens, qui est l'île de Madagascar, et les Français vont s'installer tout au sud, dans un espace qu'ils vont appeler Fort-Dauphin, en fait. C'est ce qu'on va découvrir sur la carte. C'est ce qu'on va découvrir sur sa carte, juste ici. Donc Fort-Dauphin, ça se trouve au sud-est de Madagascar, hein, et le nom de Fort-Dauphin rappelle donc le roi de France. Et puis en fait, ça se passe pas très très bien. Et donc le premier gouverneur va décider d'exiler en fait des mutins sur une petite île, alors qui est ici appelée île Sainte-Apolline, parce qu'elle a été découverte par les Portugais en 1507, un 9 février, donc le jour de la Sainte-Apolline. Et c'est en fait Flacourt qui, à la suite de son arrivée à Fort-Dauphin, va décider de ramener les mutins qui ont été exilés sur Madagascar, et quand les mutins reviennent, ils disent en fait cette île elle est fantastique, elle est magnifique, cette île de Bourbon, il faut absolument y aller parce qu'elle présente un certain nombre de potentiels sur cette route des Indes. Donc on a ici la carte de l'île de Bourbon, anciennement dite île de Mascareigne d'Étienne de Flacourt. Alors Flacourt, comme je le disais, c'est le gouverneur de Fort-Dauphin qui va donc se lancer, qui va reprendre possession de cette route
de cette île, pardon, qui se trouve sur la route des Indes. Et donc on va se lancer véritablement dans l'occupation de l'île, dans l'installation des premiers Français dans cette île à partir de 1665 en gros, après que l'année précédente, Colbert ait décidé de la création de la Compagnie des Indes orientales. Alors cette carte, en fait, elle est intéressante parce qu'elle a été intégrée à l'intérieur. Flacourt n'a jamais mis les pieds, lui, sur l'île. Oui. Elle a été réalisée, en fait, d'après les récits qui lui ont été rapportés. Et puis déjà, on voit un certain nombre de caractéristiques de l'île. Alors, les premiers habitants qui ont rapporté les informations à Flacourt et qui lui ont permis de faire cette carte montrent véritablement ici la baie du meilleur ancrage, qui est bien évidemment la ville que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Paul, qui présente l'intérêt d'avoir un étang juste à côté, donc de l'eau potable et un certain nombre de possibilités de se nourrir avec les végétaux et puis les quelques animaux qui s'y trouvent. Et puis ce tour de l'île, vous le voyez, il est relativement bien précis, hein, on voit vraiment les ravines qui se jettent à la mer, et puis ici un grand pays brûlé qui désigne bien évidemment les pentes du volcan qui ont déjà été reconnues. Ah oui, alors c'est tout à fait passionnant. Votre ouvrage vraiment nous explique un petit peu tout ça. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des personnes qui dressent des cartes qui n'ont pas forcément été sur les lieux mêmes et qui le font finalement en compilant un certain nombre de données. Tout à fait. Ouais, ouais. Et on a vraiment des cartographes de cabinet. Alors Flacourt, lui, il a vraiment été... Bon, il va mourir, il va repartir en métropole parce qu'il va tomber en disgrâce un petit peu et puis il va ensuite mourir lorsque son bateau va être attaqué alors qu'il tente de repartir sur Madagascar. Mais on a vraiment dans l'histoire de la cartographie mondiale, hein, des cartographes qui sont des cartographes de cabinet, comme vous l'avez dit, qui vont se servir en fait des récits des navigateurs, et puis des cartographes qui eux sont véritablement des aventuriers qui eux partent véritablement de l'autre côté des mers et qui dressent des cartes grâce à l'aide des relevés qu'ils ont pu faire au cours des navigations. Entendu. Alors là, justement, vous parliez de Saint-Paul. On va voir justement une carte qui concerne Saint-Paul, donc l'endroit où on découvre. Ah non, pardon. Pour l'instant, on va parler tout d'abord. Peut-être de faire un petit peu. On va faire un petit bout sur les colonies. Voilà. Alors juste pour faire un petit point un peu sur cet océan Indien, en fait, au début du XVIIIe siècle. Donc on a vraiment un monde qui s'est étendu, si on peut le dire ainsi, du point de vue des Européens, puisqu'en fait on a dans cet océan Indien les plus anciennes colonies portugaises qui étaient surtout sous forme de comptoirs, donc sur le Mozambique et puis quelques territoires qui se trouvent en Inde. Pour le territoire espagnol, rien, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'ouest en vertu du traité de Tordesillas. Les Provinces-Unies, donc la Hollande qui s'installe, on l'avait vu, sur l'Afrique du Sud, sur les Indes orientales et sur Ceylan. La Grande-Bretagne et l'Angleterre et la France, pardon, qui se sont donc attribués un certain nombre de comptoirs. En 1674, c'est le comptoir de Pondichéry. En 1686, c'est le comptoir de Chandernagor. Et puis l'installation donc de ces Français sur Fort-Dauphin. Et puis assez rapidement sur donc une île qu'ils rebaptisent Bourbon, en l'honneur bien évidemment de la dynastie régnante en France. Et puis l'île de France, bien évidemment, juste dans les années qui suivent. Ouais, alors effectivement, pardon, sur la carte dont à laquelle vous faisiez allusion, donc on a effectivement sur cette carte qui est véritablement exceptionnelle, moi je trouve, parce qu'elle montre donc Saint-Paul en 1718, et puis surtout vous observerez l'image presque en 3D, hein, presque en 3 dimensions. On voit très très bien ici les falaises en fait qui tombent véritablement et au pied desquelles se trouve cet étang de Saint-Paul qui va être le lieu des premières installations des Français qui vont s'installer ici. Et en 1665, on a l'arrivée en fait des premiers habitants qui s'installent sur ces rivages. À l'intérieur du plan ici, on peut noter déjà les patronymes d'un certain nombre de Français en fonction des habitations avec des numéros. Ces numéros, ils sont différemment pointés sur la carte, hein. On voit qu'ils s'installent tout autour de l'étang Saint-Paul et même quelquefois sur des petits îlots à l'intérieur de l'étang Saint-Paul. Et c'est l'arrivée de la première vague de peuplement européenne accompagnée assez rapidement donc de quelques malgaches bien évidemment. L'arrivée des premiers Européens aux patronymes qu'on connaît bien aujourd'hui, les Paillettes, les Téchères, les Cadets, et les Fontaines, etc. Oui, c'est passionnant parce que cette carte est d'une précision tout à fait incroyable. C'est vraiment, on découvre en même temps presque des œuvres d'art avec ces cartes. Alors passons à la suivante.
Alors la suivante, c'est une carte de l'océan oriental de Jean-Baptiste Dapré de Mannevillette, en fait qui paraît à l'intérieur de ce qu'on appelle le Neptune oriental ou le routier général des côtes des Indes orientales. En fait, Dapré de Mannevillette en fait, est un très grand cartographe et hydrographe français qui va être le premier à cartographier de façon très précise, vous le voyez, ces routes qui permettent véritablement d'aller aux Indes après avoir contourné l'Afrique. Alors il a fait la même chose à l'échelle du monde, bien évidemment, où on voit apparaître l'Europe, mais vous observez là en fait que sur cette route qui en fait contourne l'Afrique du Sud, eh bien la route des Indes, elle passe dans un sens et dans l'autre à proximité donc de ces îles, les îles Mascareignes. 1715, c'est la prise de possession française de l'île de France, en fait de l'ancienne île Maurice, qui a été abandonnée par les Hollandais. Et donc on voit véritablement là la fonction première de l'île Bourbon, qui a été une fonction de ravitaillement. C'est-à-dire que les personnes, elles sont là pour cultiver effectivement, envoyées par la compagnie des Indes, mais leur fonction va être véritablement de pouvoir produire à l'intérieur, enfin sur cette route des Indes, de quoi ravitailler les bateaux. On peut rajouter à cela aussi assez rapidement la volonté de faire du café. À partir de 1720, il y a du riz, du blé, la Bourbon devient le grenier des Mascareignes, et bien évidemment ça nécessite de la main d'œuvre. Et cette main d'œuvre, elle va être l'objet en fait du commerce des esclaves qui vont arriver bien évidemment très vite au départ de Madagascar, puis de l'Inde, puisqu'on est sur la route, et puis un peu plus tardivement des côtes orientales de l'Afrique qui vont façonner et fabriquer ce premier peuplement de l'île. On peut estimer à peu près que sur 1789, on a une population à peu près de 50 000 habitants. Il y a 40 000 esclaves quand même à Bourbon à cette période-là. C'est ce qu'on voit sur la carte suivante, en réalité, qui nous donne véritablement la trace et l'inscription de cette histoire-là. Alors vous voyez, c'est une carte contemporaine, c'est pour ça qu'elle n'est pas très précise au niveau du relief, etc., parce qu'on a voulu aussi la repositionner par rapport à ce qui avait été fait et à la population d'alors. Donc c'est une carte de 2016 qui a été réalisée et qui porte donc et qui démontre véritablement toute la présence en fait de ces marrons, de ces esclaves souvent d'origine malgache au départ, qui vont en fait peupler l'intérieur de l'île, qui vont se lancer à l'assaut de leur liberté véritablement en allant à l'intérieur, puisqu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir repartir par bateau véritablement sur les lieux d'où ils sont arrivés. Et on a véritablement la trace de notre histoire aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, énormément de toponymes, si ce n'est la quasi-totalité des toponymes de l'intérieur de l'île, sont d'origine malgache, à la différence des toponymes qu'on va trouver sur les côtes et sur les littoraux de la Réunion, qui sont, eux, des toponymes avec une consonance véritablement européenne. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce terme, je voudrais bien que vous disiez deux petits mots juste sur le marronnage. Alors le marronnage, c'est un mouvement qui commence très tôt, dès l'arrivée des premiers esclaves, avec leur volonté véritablement de s'émanciper, de quitter en fait leurs conditions d'esclaves, et ils vont se réfugier dans la montagne, qui est à l'époque très inaccessible. On va le voir sur les cartes suivantes, l'intérieur de l'île n'est pas du tout reconnu par les Européens, c'est un espace qui présente finalement pas beaucoup d'intérêt. On a de l'eau et on a de quoi se nourrir et de quoi cultiver sur les côtes. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller à l'intérieur de l'île, si ce n'est éventuellement pour la découvrir, mais ça ne présente pas véritablement beaucoup d'intérêt autrement. Alors que les marrons, ça va véritablement être leur espace de liberté dans laquelle il y aura des royaumes véritablement. Et ça, c'est une histoire véritablement qui est assez contemporaine, puisque, j'allais dire, elle n'est que très très peu enseignée encore. Il y a encore beaucoup de travaux archéologiques sur un certain nombre de camps marrons. Et on voit ici, par exemple, sur les travaux qui ont été faits, l'ensemble des espaces dans lesquels les marrons pouvaient habiter, quels sont les toponymes qui sont encore aujourd'hui et qui sont d'origine en fait malgache et qui montrent véritablement, aujourd'hui on a cette chance d'avoir dans la toponymie de l'île la marque véritablement de notre histoire. Tout à fait. On peut donner un exemple de nom qui serait directement issu de ce marronnage? Ah oui, oui, bien sûr. Mafat, par exemple, Salazie, Silaos sont véritablement des toponymes qui disent les noms de ce que représentent les lieux véritablement pour les Malgaches, comme un certain nombre de pitons aussi qui portent ces traces de quelques esclaves, enfin quelques marrons, pardon, qui ont été célèbres.
Entendu. Bah, écoutez, ça, je pense qu'on pourra le redévelopper dans une autre émission passionnante. Alors, continuons pour l'heure sur nos cartes avec la suivante. Alors, cette carte-là, c'est la carte de 1793, donc au moment de la Révolution française. Sellhausen, il est venu à Bourbon très très tôt, et il a d'ailleurs décédé à Saint-André, il y est resté. Hein. C'était un arpenteur qui a vraiment reconnu l'île de façon très importante. Et bon, vous observez que le sud se trouve ici, et le nord se trouve vers le bas de la carte. Pourtant, la carte, elle est bien écrite dans ce sens-là. Hein. On n'a pas encore la convention qui s'impose à toutes les cartes et qui permet de mettre le nord vers vers le haut des cartes. Et vous voyez là très très bien en fait les cirques véritablement qui apparaissent avec des tracés. C'est assez incroyable quand même qu'on arrive à dessiner des cartes d'une précision aussi importante quand on sait véritablement toujours que ça n'est que le fruit des travaux des différentes personnes qui ont arpenté l'île dans tous les sens et qu'on ne dispose pas non plus des moyens techniques pour, par exemple, à l'époque, mesurer les altitudes et encore difficilement au XVIIIe siècle, bien évidemment, les longitudes. Alors cette carte, elle vous montre véritablement cette occupation de l'espace naissante avec des petits carrés rouges qui montrent véritablement les habitations et puis les premiers lieux de peuplement de l'île qui s'égrènent le long des littoraux. Et puis elle présente aussi l'intérêt d'ici mettre une marque ici que je viens de tracer et qui montre les exploitations de canne à sucre, les limites d'exploitation de café, excusez-moi, les limites d'exploitation de café et des cultures vivrières qu'il y avait à l'époque là-dessus. La période révolutionnaire pour La Réunion, c'est une période qui est très agitée. D'abord, vous savez que cette année, donc, on fête les 230 ans du nom de La Réunion. C'est à ce moment-là qu'elle va prendre pour la première fois son nom, mais elle va très rapidement reprendre le nom de Bonaparte puis de Bourbon avant que s'installe définitivement le nom de La Réunion au XIXe siècle. Et puis c'est un moment véritablement politique de friction très importante hein, avec certains épisodes assez violents, quelques révoltes d'esclaves bien évidemment, et puis l'opposition entre le début des premiers abolitionnistes et puis ceux qui souhaitent véritablement maintenir Bourbon dans sa situation d'avant. L'île pense même à un certain moment faire sécession. Il y a de très beaux travaux de l'historien Vanquet qui parle très très bien de ce genre de choses sur justement le difficile positionnement de l'île et les troubles qu'il y a eu pendant cette révolution. Avec, je vous le rappelle, donc le fait que l'île de France à l'époque est aussi une île française et que l'île de France a plus d'importance à l'époque que l'île Bourbon pour le royaume de France et pour les révolutionnaires. Alors c'est tout à fait passionnant parce que c'est vrai que à la fois c'est l'histoire, on la retrouve aussi dans ces cartes. Hein. On la retrouve avec à la fois les noms des lieux, mais aussi avec la manière d'indiquer la limite des cultures. C'est vrai que on se trouve aussi dans les tout premiers relevés cadastraux à cette époque-là, et on a vraiment un reflet des activités. Alors, on va le voir justement sur la carte suivante qui est assez étonnante parce qu'elle se situe en même temps dans un très joli environnement graphique qui montre tout un tas d'éléments qui sont tout à fait importants pour l'île de la Réunion. Tout à fait. Alors, cette carte est la carte de Levasseur qui est jamais venu dans l'île. Vous voyez ici, il y a, en fait, cette carte-là, elle paraît à l'intérieur d'un atlas qui va recenser la totalité des départements français, mais aussi des colonies, véritablement, des colonies françaises. Ici, vous avez la statistique qui apparaît. Donc, on commence à avoir un certain nombre de données pour communiquer au plus grand nombre. Il y a vraiment la volonté d'une publicité, véritablement, ou en tout cas d'un apprentissage de la totalité de ce qu'est la France et de ce que sont les colonies françaises pour le public de la France hexagonale. Et puis vous avez là une représentation très fantasmée finalement de ce que sont les colonies. Hein. Visiblement on y vit bien. Vous voyez en bas à gauche des esclaves qui sont bien portants et qui sont au pied de la canne à sucre. Ici donc un boucau avec les pains de sucre parce que c'est ainsi qu'on conditionnait le sucre à l'époque. C'est une île, vous le voyez, qui est luxuriante. Donc il y a tout un imaginaire colonial qui est donné à voir, puisque maintenant on a des dessins avec des images et de la statistique qui disent un petit peu ce qu'est cette colonie à l'époque. Cette colonie à l'époque, en fait, elle est toujours marquée bien évidemment par l'esclavage, même si en 1848, donc on donne le nom définitivement de la Réunion, enfin définitivement, en tout cas jusqu'à présent, de la Réunion à notre île. Elle amène la libération
de 68 000 esclaves sur 112 000 habitants à l'époque. Et à l'intérieur de cette statistique, donc, vous avez la population et les cultures qui sont recensées, dans lequel on a la démonstration que l'île, elle produit énormément de cultures vivrières qui permettent à la population de se ravitailler. Alors c'est vrai que là, on se trouve devant des cartes radicalement différentes de celles qu'on avait vues jusqu'à présent. C'est-à-dire jusqu'à présent, on a vu des cartes qui servaient essentiellement aux navigateurs, on va dire, hein, Tout à fait. qui montraient les grandes routes commerciales, qui montraient les comptoirs. Et là, on se trouve dans des ouvrages qui sont destinés à faire connaître l'île elle-même. Donc on a au-delà du siècle des Lumières, maintenant on commence à avoir des ouvrages qui reproduisent des cartes. Et ça, c'est très étonnant. Voilà, tout à fait. Le 19e siècle, c'est vraiment un moment où on va fabriquer des atlas avec les progrès techniques de l'imprimerie aussi et de la diffusion du savoir, la création des écoles aussi. Donc la géographie va arriver comme une discipline sur ces années-là. La création de la Société de géographie, c'est 1821, il me semble. Et donc il y a la volonté véritablement de faire connaître de ce savoir qui a auparavant, vous l'avez dit, était plutôt réservé. Vous vous rappelez, il y a très longtemps, il était vraiment réservé et on était puni de mort quand on communiquait sur les cartes. À partir du 19e, véritablement, on donne à voir le monde par le biais justement de la cartographie. On donne des illustrations aussi qui permettent d'imaginer un petit peu, et on voit là le poids important de celui qui diffuse et de celui qui donne la connaissance à l'intérieur donc de ces atlas qui sont des ouvrages qui sont très qui sont commercialisés de façon très importante au cours du 19e siècle. Oui, c'est vrai que dans la précédente émission, on avait vu qu'on avait des espions qui dressaient des cartes, et dans le plus grand secret, et là, c'est vrai qu'on arrive à la diffusion de ces magnifiques cartes. Alors, passons à la suivante. Alors, on va retrouver le personnage que je citais en entrée de cette émission, Louis Maillard, l'ami de George Sand. Je vous laisse en parler. Alors, cette carte, elle est... d'abord, elle est très belle par les couleurs qu'elle présente. On a donc les différents espaces agricole en 1852. Alors la fin de l'esclavage a amené l'arrivée des engagés. Il y a 175 000 habitants en 1860 à La Réunion. Et sur cette carte, on a véritablement la démonstration de cette diffusion de la canne à sucre, qui a été donc la culture qui a succédé à la culture du café. Canne à sucre donc depuis le début du 19e siècle, qui a progressivement envahi, et je pèse l'adjectif, qui a progressivement envahi, le verbe, pardon, qui a progressivement envahi la totalité de l'île. Ce que dénonçait d'ailleurs Louis Maillard en disant en gros c'est une culture qui n'est pas une culture vivrière, on défriche des forêts, et il regrettait beaucoup ce passage véritablement à cette monoculture progressive de la canne à sucre au détriment des cultures vivrières. Oui, qui étaient les cultures qui préexistaient. En fait, on passe de la culture vivrière à la presque monoculture, et qui est encore prégnante aujourd'hui. Et qui est encore prégnante aujourd'hui, tout à fait, et qui pose de toute façon un certain nombre de problèmes. Enfin, ça aussi, on parlait de la trace de la toponymie tout à l'heure dans l'histoire de La Réunion. L'agriculture de La Réunion porte bien évidemment encore la trace véritablement de ce passage à la monoculture, entre guillemets, de la canne à sucre, qui concerne plus de 90% des terres cultivées à cette époque-là. Alors c'était fascinant l'extrait que j'ai cité de votre ouvrage, qui citait George Sand parlant de son ami Louis Maillard. En fait, c'était vraiment très étonnant parce qu'on voit le travail du géographe dans ce qu'elle dit. Il n'hésite pas à prendre un scaphandre pour aller plonger, pour aller vérifier les tracés, les ravines, etc. C'est tout à fait incroyable la vie d'un géographe de cette époque. Tout à fait. Alors Louis Maillard, vous voyez, là je viens de le cercler en vert par exemple. Alors je ne sais pas si on peut zoomer, mais vous avez là par exemple les premiers relevés de profondeur juste à côté sur les côtes que va effectuer Louis Maillard pour la construction future peut-être d'un port, parce qu'à l'époque, vous le voyez en 1852, il n'y a pas de port important, et on continue à apporter des marchandises en fait sur Saint-Paul
et sur Saint-Denis par le biais des débarcadères. On en a encore quelques vestiges aujourd'hui, et puis il y a eu la reconstruction du débarcadère de Saint-Paul. Donc l'île, à cette époque-là, sur la seconde moitié du 19e siècle, en fait, elle va être un petit peu en difficulté parce que l'effort colonial de la France va se porter beaucoup plus sur les Comores dans un premier temps, mais surtout sur Madagascar, qui va être colonisé dans la seconde partie du 19e siècle. Et puis, compte tenu de la superficie de Madagascar et des richesses et du potentiel qu'elle a, bien évidemment, tout l'effort va se porter plus sur cette grande île que sur cette île Bourbon. Donc, la seconde partie du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle sont pour La Réunion des épisodes qui sont marqués par l'extrême pauvreté de la population. Et des grandes difficultés d'accès à l'éducation, par exemple, qui apparaît assez rapidement au XIXe siècle sous la Troisième République. Mais la Troisième République, c'est une république très colonisatrice et qui va que très difficilement accorder à l'île de la Réunion la possibilité d'un progrès économique, social et culturel. Alors continuons, alors on voit que là avec Maillard on a eu déjà une carte extraordinairement précise avec des relevés vraiment très très précis et reflétant la réalité, contrairement à ce qui avait pu être fait auparavant. Et là on arrive sur une autre carte du début du XXe siècle qui est tout à fait passionnante. Alors cette carte, c'est donc une édition. Ça doit être la 3e ou 4e édition de l'Épervenche. Sa première carte date de la fin du 19e siècle. Alors je l'ai choisie parce qu'elle montre véritablement que la Réunion a quand même changé au niveau d'un certain nombre d'infrastructures. Ici vous avez eu donc le creusement du port. Et vous voyez que tout autour de l'île s'est développé donc ce chemin de fer qui part de Saint-Benoît et qui va aller jusqu'à Saint-Pierre en longeant la côte, plus la création et le creusement du port. Donc l'arrivée du port, l'arrivée du train font que l'île se modernise cependant, même si elle reste pauvre. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui peuvent permettre de parler d'une certaine modernisation de l'île. Cependant, le début du XXe siècle va être aussi marqué par la Première Guerre mondiale. Il y a un effort de guerre très important de la part des Réunionnais qui vont de façon importante s'engager pour aller combattre en France métropolitaine. Les conséquences de la Première Guerre mondiale pour l'île vont être dramatiques. Il va y avoir la grippe espagnole qu'on connaît bien, et puis énormément de pénuries dues à cet éloignement et à cet un peu isolement de l'île, isolement qui a été renforcé aussi par le creusement du canal de Suez à la fin du 19e siècle, qui fait que pour aller en Inde ou en Extrême-Orient, finalement maintenant, on n'a plus besoin, lorsqu'on part de l'Europe, de contourner l'Afrique. Donc c'est aussi la bascule de les ports de l'Atlantique français, de la France continentale, qui vont perdre véritablement la puissance qu'ils pouvaient avoir au XVIIIe et même au début du XIXe siècle, au profit de la ville de Marseille, véritablement, qui va servir de port d'interface véritablement entre cette France continentale et puis ces espaces plus éloignés en Orient. La deuxième partie, j'allais dire, donc en gros les années 30 pour la France, pour la Réunion, vont être aussi marquées par, alors il y a l'arrivée de l'électricité un petit peu avant, et puis c'est l'arrivée aussi par avion de goulettes. Donc on reconnecte un petit peu l'île véritablement à un ensemble plus vaste. Il y a aussi le téléphone qui arrive, mais l'île reste malgré tout très profondément marquée par une très très grande pauvreté et de profondes inégalités économiques, sociales, sanitaires et éducatives, je le disais tout à l'heure. Alors l'arrivée du train va aussi amener, et du port, va aussi amener la naissance et l'apparition d'une classe ouvrière. Auparavant, on avait plutôt un prolétariat agricole, donc là on va plutôt avoir la constitution d'une classe ouvrière et la création donc des premiers syndicats et des premières contestations et de la volonté d'améliorer véritablement le sort de l'île et surtout des Réunionnais à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, oui, là, on se trouve face à un changement vraiment très radical, hein. On est vraiment passé d'une société extrêmement coloniale à quelque chose de différent, même si on reste colonial et on va le voir avec la carte suivante. Alors tout à fait, alors cette carte elle est intéressante pour conclure justement cet épisode parce qu'elle montre véritablement la place de la Réunion à l'intérieur de cet immense empire colonial qui était montré. Vous voyez, c'est une carte scolaire. Français, voici votre empire et ses routes maritimes. Donc il y a une glorification dans la première moitié du XXe siècle de cette immensité de l'empire colonial, la reprise de l'expression le soleil ne se couche jamais sur l'empire, comme, enfin qui est une expression des Britanniques au demeurant. Mais vous voyez là donc toute l'étendue véritablement de cet empire colonial, et on comprend dans ces conditions-là que cette petite île de la Réunion qui se trouve au sud-est de Madagascar ne soit pas finalement une très grande priorité dans la politique coloniale française, et qu'il faudra tout l'effort des Réunionnais eux-mêmes. Il y a des députés, il y a même quelques ministres des colonies, François de Mailly par exemple, à la fin du 19e siècle, qui va amener véritablement cette voix des Réunionnais au niveau national, mais qui est une voix qui, à l'époque, ne sera finalement que très peu entendue. Et on est donc en 1938-1939 à l'île de la Réunion, dans un espace caractérisé surtout par sa grande misère et par son éloignement géographique d'une métropole qui ne se soucie pas énormément d'elle. Alors vraiment, bah écoutez, merci beaucoup Fabien Brial de cette passionnante émission à nouveau. Alors on va se retrouver pour une prochaine qui nous donnera la suite de nos cartes et on passera sur un espace plus contemporain. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment parce que ce sont vraiment des moments passionnants que l'on peut retrouver. Alors je vous propose de retrouver ceci dans l'ouvrage justement qui a servi de base en fait à ces émissions, qui a donné l'idée de ces émissions qui sont extraordinaires, qui s'appelle La Réunion au fil des cartes. Alors, c'est un ouvrage qui est à la fois en français, qui est à la fois en anglais, que l'on trouve par correspondance. On peut le trouver également dans les grandes librairies, on peut le trouver également sur tout un tas de points touristiques à La Réunion. On peut le trouver aussi en téléchargement en PDF. Alors donc je vous invite tous à prendre connaissance de cet ouvrage qui est tout à fait passionnant. Et à nouveau, merci Fabien. Avec plaisir. Alors, nous allons nous retrouver donc très bientôt pour la suite de cette série. En attendant, eh bien, je vous propose d'aller visionner nos productions sur nos pages Facebook, YouTube de l'Université numérique de La Réunion ou bien sur notre site internet unr.univ-réunion.fr. À très bientôt. Thank you.